Le principe néerlandais cherche à corriger l'un des défauts des principes fondés sur la variance ou sur l'écart type. Ceux-ci traitent de façon symétrique les écarts au-dessus et au-dessous de la moyenne, alors que, pour l'assureur, seules les réalisations élevées sont véritablement défavorables. Ici, la prime est construite à partir de la prime pure, à laquelle on ajoute un chargement calculé uniquement sur la partie du sinistre qui dépasse un certain seuil. Ce seuil est obtenu en multipliant le sinistre moyen par un paramètre noté alpha, supérieur ou égal à 1. Lorsque le sinistre réalisé reste inférieur à ce seuil, il ne contribue pas au chargement. Lorsqu'il le dépasse, seule la partie excédentaire est retenue. On peut donc interpréter ce chargement comme le coût moyen d'une couverture en excédent de sinistre dont la priorité serait proportionnelle à la moyenne du risque. Le paramètre β indique ensuite quelle fraction de ce coût moyen excédentaire est incorporée dans la prime. Les deux paramètres ont des rôles distincts. Alpha détermine le niveau à partir duquel une réalisation est considérée comme suffisamment élevée pour être pénalisée. Plus alpha est grand, plus le seuil est éloigné de la moyenne et plus rares sont les sinistres qui contribuent au chargement. Bêta règle l'intensité de la pénalisation. Lorsqu'il augmente, la part des dépassements incorporés dans la prime devient plus importante. Ce principe est donc asymétrique. Il valorise directement la queue droite de la distribution sans pénaliser les sinistres inférieurs à la moyenne. Il est, de ce point de vue, plus proche de la préoccupation économique de l'assureur. Il reste cependant dépendant du niveau moyen du risque, puisque ce niveau sert à définir le seuil. Cette dépendance explique plusieurs propriétés et plusieurs limites que nous examinons sur le slide suivant. Le principe néerlandais possède d'abord plusieurs propriétés favorables. Le chargement est positif puisque l'on ajoute à la prime pure une quantité qui ne peut pas être négative. Il est objectif car il dépend uniquement de la distribution du sinistre. Il est également homogène. Si tous les montants sont multipliés par un même facteur positif, la moyenne, le seuil et les dépassements sont multipliés par ce facteur, si bien que la prime l'est aussi. La sous-additivité est particulièrement importante. Elle signifie que la prime du risque agrégé ne dépasse pas la somme des primes calculées séparément. L'intuition vient du fait que la partie positive d'une somme est au plus égale à la somme des parties positives. Le principe reconnaît donc un bénéfice potentiel de diversification. Avec l'homogénéité, cette propriété conduit également à la convexité. Le principe respecte en outre la monotonie ainsi que les dominances stochastiques d'ordre 1 et 2 lorsqu'un risque devient plus lourd ou présente des dépassements moyens plus importants à tous les niveaux, sa prime ne diminue pas. Certaines propriétés dépendent toutefois du choix d'alpha. Pour un sinistre certain, le chargement ne disparaît que lorsque le seuil est exactement égal à la moyenne, c'est-à-dire lorsque alpha vaut 1. Dans les autres cas, la tarification d'un montant certain peut ne pas coïncider avec ce montant. Pour la même raison, l'ajout d'une constante n'est correctement répercuté euro pour euro que dans ce cas particulier. L'absence de chargement inutile n'est pas garantie non plus. Selon les paramètres, la prime peut dépasser le montant maximal du sinistre. Le principe n'est pas additif pour les risques comonotones. Même lorsque deux risques évoluent exactement dans le même sens, les dépassements calculés après agrégation ne se décomposent pas nécessairement en somme des dépassements individuels. Il n'est pas non plus itératif, sauf en l'absence de chargement. Et il n'est pas stable par mélange. Enfin, la convergence en loi doit être complétée par une condition d'intégrabilité, car le calcul fait intervenir des espérances de dépassement. Le principe néerlandais offre donc une bonne prise en compte des pertes élevées, mais au prix d'une structure moins régulière que celle des mesures cohérentes classiques. Le principe exponentiel est obtenu à partir de la théorie de l'espérance d'utilité. Il correspond au prix qui rend un assureur indifférent entre accepter ou refuser le risque lorsqu'il possède une fonction d'utilité exponentielle. Cette fonction est dite à aversion absolue constante, ou CARA. Une augmentation donnée de richesse ne modifie pas son coefficient absolu d'aversion au risque. La prime est construite à partir de la transformée exponentielle du sinistre. Concrètement,
Les grandes valeurs de la perte sont amplifiées par une pondération exponentielle, puis cette amplification est ramenée à l'échelle monétaire par un logarithme. Cette construction accorde beaucoup plus de poids aux réalisations extrêmes qu'à celles proches de la moyenne. Elle ne résume donc pas le risque par ces deux premiers moments. Elle mobilise, lorsqu'elle existe, toute la distribution. Le paramètre alpha mesure l'aversion au risque. Lorsque ce paramètre est faible, l'assureur est proche de la neutralité au risque et la prime reste proche de l'espérance. Lorsqu'il augmente, les grandes pertes reçoivent un poids de plus en plus important et le chargement croît. Alpha joue donc à la fois le rôle d'un paramètre de préférence et celui d'un paramètre de prudence tarifaire. L'inégalité de Jensen permet de comprendre pourquoi la prime est toujours au moins égale à la prime pure. L'exponentielle est convexe. Elle pénalise davantage les fluctuations défavorables qu'elle ne récompense les fluctuations favorables. Après retour à l'échelle initiale, cette convexité produit un équivalent certain supérieur à la moyenne du sinistre. Une condition d'existence est cependant essentielle. Il faut que l'espérance de l'exponentielle du sinistre soit finie pour la valeur d'alpha choisie. Cette condition peut échouer pour certaines distributions à queue lourde. Dans ce cas, la prime exponentielle devient infinie. Selon ce principe, le risque est alors inassurable. Cette forte sensibilité à la queue de distribution constitue à la fois sa principale qualité prudentielle et sa principale limite pratique. Ce slide décrit les deux régimes limites du principe exponentiel. Commençons par une faible aversion au risque. Lorsque le paramètre alpha est proche de 0, on peut développer la transformée exponentielle autour de 0. Le premier terme obtenu est l'espérance du sinistre. Le premier terme correctif est proportionnel à sa variance. Ainsi, pour un assureur faiblement averse au risque, la prime exponentielle se comporte approximativement comme une prime pure augmentée d'un chargement de variance. Ce résultat fournit une interprétation locale du principe de la variance. Celui-ci n'est pas seulement une règle ad hoc, il apparaît comme l'approximation au premier ordre d'un principe fondé sur l'utilité. Le coefficient appliqué à la variance est alors directement relié au degré d'aversion au risque. Plus alpha est élevé, plus la dispersion du sinistre contribue au chargement. Dans le cas particulier d'une distribution gaussienne, cette approximation devient exacte. La raison est que la transformée exponentielle d'une variable gaussienne dépend uniquement de sa moyenne et de sa variance. Toutefois, une loi gaussienne autorise des valeurs négatives et représente donc imparfaitement un montant de sinistre strictement positif. Le résultat reste néanmoins utile comme référence analytique ou comme approximation pour un risque agrégé. À l'autre extrême, lorsque alpha devient très grand, la prime se rapproche de la perte maximale possible. L'assureur devient alors extrêmement averse au risque. Il raisonne presque comme si le pire scénario devait se produire avec certitude. Les probabilités des scénarios intermédiaires importent de moins en moins. La borne supérieure de la distribution devient déterminante. Le principe exponentiel fournit donc une transition continue entre trois visions de la tarification. Près de la neutralité, on retrouve la prime pure. Pour une aversion faible mais positive, on obtient une correction de type variance. Pour une aversion très élevée, on se rapproche du principe de la perte maximale. Cette continuité permet d'interpréter alpha comme un véritable curseur de prudence, à condition que les moments exponentiels nécessaires existent. Considérons maintenant plusieurs compagnies qui forment un pool de coassurance pour couvrir un même risque. Chacune possède son propre coefficient d'aversion au risque et applique le principe exponentiel à la part qu'elle accepte. Le problème consiste à répartir le sinistre total entre les compagnies de façon à minimiser la somme des primes demandées. La solution présentée sur le slide est une répartition proportionnelle au degré de tolérance au risque. Cette tolérance est l'inverse du coefficient d'aversion. Une compagnie très averse, dont le coefficient alpha est élevé, reçoit donc une petite part du risque. A l'inverse,
une compagnie moins averse accepte une part plus importante. Cette règle est économiquement intuitive. La capacité de portage est attribuée prioritairement aux acteurs qui supportent le mieux l'incertitude. Le coefficient global du pool est obtenu en additionnant les tolérances individuelles, puis en prenant l'inverse du total. Le pool se comporte ainsi, du point de vue de la tarification, comme une seule compagnie dotée de ce coefficient agrégé. Comme les tolérances s'additionnent, le coefficient global est inférieur à chacun des coefficients individuels. La mise en commun réduit donc l'aversion effective du groupe et permet d'obtenir une prime totale plus faible que certaines répartitions moins efficaces. La preuve de l'optimalité repose sur l'inégalité de Hölder. Son rôle est de comparer la transformée exponentielle du risque total avec le produit des transformées associées aux différentes parts. L'égalité est atteinte précisément lorsque chaque compagnie reçoit la fraction indiquée par sa tolérance. Ce résultat montre que le principe de calcul de prime influence directement l'allocation optimale du risque. Il ne suffit pas de partager le montant total, il faut tenir compte des préférences des assureurs. Le mécanisme ressemble à un partage de risque efficient au sens de Pareto. Aucun transfert supplémentaire ne permettrait de réduire la prime totale sans modifier les coefficients d'aversion. Dans la pratique, cette conclusion suppose cependant que les compagnies évaluent le risque à partir du même modèle probabiliste et qu'elles ne soient soumises ni à des contraintes de capacité, ni à des coûts fixes, ni à des limites réglementaires particulières. Le principe exponentiel satisfait les principales propriétés de rationalité. La prime est comprise entre la moyenne et la perte maximale lorsque cette dernière est finie. Un risque certain est tarifé exactement à son montant. Deux risques de même loi ont la même prime, et l'ajout d'un coût certain augmente la prime du même montant. Cette dernière propriété vient du fait que la pondération exponentielle transforme une addition certaine en un facteur multiplicatif que le logarithme reconvertit ensuite en addition. Le principe respecte la monotonie et les dominances stochastiques d'ordre 1 et 2. Une perte plus élevée dans tous les scénarios ou plus risquée au sens des préférences d'un agent averse reçoit une prime supérieure. La convexité est également satisfaite. Combiner deux positions ne coûte pas davantage que la combinaison de leurs primes. Cette propriété traduit l'aversion au risque de la fonction d'utilité sous-jacente. Le principe est additif pour des risques indépendants. L'indépendance permet en effet de factoriser les transformées exponentielles et le logarithme transforme le produit obtenu en somme. Il faut cependant distinguer cette additivité de la sous-additivité générale. Pour des risques dépendants, en particulier positivement dépendants, la prime de la somme peut dépasser la somme des primes. Le principe ne reconnaît donc pas systématiquement un bénéfice de diversification. Il n'est pas non plus additif pour les risques comonotones. L'homogénéité positive échoue également. Multiplier le risque revient à multiplier simultanément l'intensité effective de l'aversion au risque. Une exposition 2 fois plus grande peut donc entraîner une prime plus que doublée. Cette caractéristique peut être défendue lorsque les contraintes de capital deviennent plus sévères avec la taille de la position, mais elle empêche de classer le principe parmi les mesures cohérentes. L'itérativité constitue en revanche un point fort. On peut évaluer le risque conditionnellement à une information intermédiaire, puis évaluer à nouveau l'équivalent certain obtenu sans modifier la prime finale. Cette cohérence temporelle est propre à la structure exponentielle. Enfin, le principe n'est pas stable par mélange et sa continuité exige un contrôle des moments exponentiels. Sa bonne assise économique s'accompagne donc d'exigences fortes sur la distribution des pertes. Le principe de la valeur moyenne généralise plusieurs principes déjà rencontrés. On choisit une fonction strictement croissante et convexe. On transforme d'abord chaque réalisation du sinistre à l'aide de cette fonction. On calcule la moyenne des valeurs transformées, puis on applique la fonction inverse pour revenir à l'échelle monétaire initiale. Le résultat est une moyenne généralisée, parfois appelée équivalent certain du risque.
La croissance de la fonction garantit que l'ordre des pertes est conservé. Une perte plus élevée reste plus élevée après transformation. Sa convexité amplifie les grandes réalisations. L'inégalité de Jensen implique alors que la valeur moyenne généralisée est au moins égale à l'espérance ordinaire. Le chargement provient donc directement de la courbure de la fonction. Plus celle-ci est convexe, plus les sinistres élevés pèsent dans le calcul. Cette famille contient plusieurs cas importants. Lorsque la fonction est exponentielle, on retrouve le principe exponentiel. Lorsque la fonction est une puissance, on obtient une moyenne d'ordre donné. Pour un ordre égal à 1, il s'agit de la moyenne arithmétique. Quand l'ordre augmente, les grandes valeurs prennent progressivement davantage de poids. À la limite, la prime se rapproche de la valeur maximale du sinistre. Le principe peut aussi être relié à la théorie de l'utilité. En changeant le signe de l'argument, la fonction convexe utilisée ici correspond à une fonction d'utilité croissante et concave appliquée à la richesse de l'assureur. La valeur moyenne peut donc être interprétée comme le montant certain équivalent à la perte aléatoire. Pour un risque faiblement dispersé autour de sa moyenne, un développement local montre que la prime est approximativement égale à l'espérance augmentée d'un terme proportionnel à la variance. Le coefficient de proportionnalité dépend du rapport entre la courbure et la pente de la fonction au niveau moyen. Dans le langage de l'utilité, ce rapport correspond au coefficient absolu d'aversion au risque. Le principe de la valeur moyenne unifie ainsi l'espérance, la variance, le principe exponentiel et la perte maximale au sein d'une même construction. Le principe de la valeur moyenne satisfait d'abord l'absence de chargement inutile, le chargement positif et l'absence de chargement injustifié. Comme la fonction est croissante, la moyenne transformée reste comprise entre les transformations de la plus petite et de la plus grande perte. Après application de l'inverse, la prime reste donc comprise entre ces deux bornes. Un risque certain est retrouvé exactement. Le principe est également objectif et monotone, et il respecte les dominances stochastiques d'ordre 1 et 2 grâce à la croissance et à la convexité de la fonction. Plusieurs propriétés ne sont toutefois pas valables pour une fonction quelconque. L'invariance par translation est particulièrement restrictive. Ajouter une constante au sinistre n'ajoute la même constante à la prime que lorsque la fonction est linéaire ou exponentielle à une transformation affine près. La fonction linéaire conduit à la prime pure. La fonction exponentielle conduit au principe exponentiel. Ce résultat explique le statut particulier de ces deux cas. La même restriction apparaît pour l'additivité des risques indépendants. Dans cette famille, seuls les cas linéaires et exponentiels transforment l'agrégation indépendante en addition des primes. En général, le principe n'est ni sous-additif ni additif pour les risques comonotones ni homogènes. Une modification d'échelle peut changer la courbure effective de la fonction et donc modifier plus que proportionnellement le chargement. Le principe n'est pas convexe au sens des mesures de risque, malgré la convexité de la fonction utilisée dans sa définition. Il faut bien distinguer ces deux notions. La convexité de la transformation assure un chargement positif, mais elle ne garantit pas que la prime d'un mélange soit inférieure au mélange des primes. En revanche, l'itérativité et la stabilité par mélange sont satisfaites dans le cadre présenté. Le principe est donc cohérent avec une évaluation en plusieurs étapes, même s'il n'est pas une mesure cohérente au sens habituel. Sa convergence en loi exige une condition de moment ou d'intégrabilité adaptée à la croissance de la fonction. Au total, cette famille est très souple, mais cette souplesse implique que peu de propriétés structurelles soient universelles. Le choix de la fonction doit donc être justifié par les préférences, la nature des risques et les objectifs de tarification. Le principe d'Escher repose sur un changement de probabilité. Au lieu de calculer l'espérance du sinistre sous sa loi initiale, on construit une nouvelle loi qui accorde davantage de poids aux réalisations élevées. La prime est alors simplement l'espérance du sinistre sous cette distribution déformée. La transformation utilise une pondération exponentielle. Chaque niveau de perte reçoit un poids qui augmente avec son montant. Ces poids sont ensuite normalisés afin de définir une véritable distribution de probabilité. Le paramètre alpha
règle l'intensité de la déformation. Lorsque alpha est nul, tous les scénarios conservent leur poids initial et l'on retrouve la prime pure. Lorsque alpha augmente, les grandes pertes deviennent relativement plus probables sous la nouvelle loi, si bien que la prime augmente. À la limite, lorsque le risque possède une borne supérieure, la nouvelle distribution se concentre autour de la perte maximale et la prime tend vers cette valeur. Cette interprétation est importante. Le principe d'Escher ne modifie pas directement les montants de sinistres. Il modifie les probabilités utilisées pour les moyenner. Il ressemble donc, sur le plan conceptuel, aux approches par espérance déformée. La différence est que les poids dépendent ici à la fois du paramètre alpha et du niveau monétaire du sinistre, par une transformation exponentielle. Le principe possède aussi un lien étroit avec la transformée génératrice des moments. La prime d'Escher est la dérivée, par rapport à alpha, du logarithme de cette transformée. Elle mesure ainsi la sensibilité de la prime exponentielle à une variation du coefficient d'aversion. Cette relation permet d'interpréter la prime d'Escher comme une moyenne marginale sous inclinaison exponentielle. Comme pour le principe exponentiel, l'existence d'un moment exponentiel fini est indispensable. Pour un risque à queue très lourde, la transformation peut ne pas être définie. En pratique, le principe d'Escher est surtout naturel dans les modèles où les transformées exponentielles sont disponibles et stables, notamment pour certaines familles de distributions utilisées en théorie collective du risque. Le principe d'Escher satisfait plusieurs propriétés élémentaires. La prime est supérieure à l'espérance initiale, car le changement de probabilité surpondère les pertes élevées. Elle reste inférieure à la perte maximale lorsque celle-ci est finie. Un risque certain est tarifé exactement à son montant, et deux risques de même loi ont la même prime. L'ajout d'une constante se traduit aussi par l'ajout de cette constante à la prime. La pondération exponentielle est multipliée par un facteur commun qui disparaît lors de la normalisation. En revanche, de nombreuses propriétés d'agrégation échouent. Le principe n'est pas sous-additif en général. La prime d'un portefeuille peut donc dépasser la somme des primes calculées séparément, notamment lorsque la dépendance renforce la probabilité de perte simultanément élevée. Il n'est pas additif pour les risques comonotones et il n'est pas homogène. Multiplier tous les sinistres modifie en même temps l'intensité effective de l'inclinaison exponentielle. Plus surprenant, le principe ne satisfait pas la monotonie dans toute sa généralité. Même si un risque est toujours inférieur à un autre, le changement de mesure est recalculé séparément pour chaque distribution. Les scénarios ne reçoivent donc pas les mêmes poids dans les deux comparaisons, ce qui peut inverser le classement des primes. Pour la même raison, les dominances stochastiques d'ordre 1 et 2 ne sont pas respectées en général. Cette faiblesse distingue nettement le principe d'Escher du principe exponentiel, bien que les deux utilisent la même pondération exponentielle. Le principe n'est pas convexe, ni itératif, ni stable par mélange. Une évaluation en plusieurs étapes peut donc donner un résultat différent d'une évaluation directe. Sa convergence en loi requiert en outre une condition de moment exponentielle, car une faible masse déplacée très loin dans la queue peut modifier fortement la prime. Le principe d'Escher reste néanmoins utile par sa simplicité analytique et son interprétation en changement de probabilité. Il permet de construire une loi prudente sous laquelle les pertes sévères sont rendues plus fréquentes. Mais son usage comme principe général de tarification doit être accompagné d'une vérification attentive des propriétés de classement, de diversification et d'existence des moments.